à tous sur Jimbo News TV. Voici les nouvelles de la semaine dernière. Ça fera exactement 17 ans que le génocide au Rwanda aura eu lieu. Comme chaque année, des commémorations ont lieu le 6 et 7 avril. En effet, certains estiment que le génocide a commencé le 6 avril et que donc c'est à cette date précise qu'il faut commémorer. D'autres sont d'avis que la commémoration doit avoir lieu le 7 avril. Ce mercredi 6 avril, c'est à l'initiative du Centre de lutte contre l'impunité au Rwanda et du collectif du 6 avril qu'une manifestation sera organisée au Square Montgomery. Joseph Matata, président du CLIR, a expliqué lors de l'émission Point de vue de Jimbo News TV la raison pour laquelle ils avaient la vive conviction que le génocide doit être commémoré le 6 avril. D'abord, je ne voulais pas voler la vedette au collectif du 6 avril, parce que c'est l'objet même de son existence. Mais aussi, j'estimais, en tant qu'enquêteur, en tant que témoin de cette tragédie immense qui nous a frappés, que le drame commence au moment où on a décapité l'État rwandais, où le chef de l'État et une partie de ses collaborateurs ont été victimes dans un attentat terroriste qui a eu lieu le 6 avril. Et les premiers morts ont eu lieu non pas le 7, mais le 6 avril, même le soir. Sur les barrières, ne croyez pas qu'un Tutsi qui est passé sur les barrières, on l'a aménagé, on l'a tué. Plus les opposants qui ont été pourchassés toute la nuit et dans la matinée du 7 avril. Et alors, à partir du 7, l'OFPR est sorti. Il a attaqué aussi dans les quartiers, il a tué aussi des Hutus. Quand vous voyez la lettre que le général Luc Machar a écrite au bourgmestre de la commune de Haut-Lieu-Saint-Pierre, pour protester contre l'emprisonnement, la détention le 6 avril 2009 des commémorants du 6 avril, il dit qu'en tant que commandant de la Minuar, les premiers crimes de génocide qui a eu lieu dans la ville de Kigali, c'était à Kimirongo, avec l'assassinat de 120 Hutus tués par le FPR, avant que les Hutus n'aient commencé à massacrer les Tutsis massivement. C'est dans une lettre écrite le 18 avril 2009. Donc, c'est à partir de ça que j'ai insisté pour que le COSAR abandonne les photos, les drapeaux, etc. et qu'il rentre dans la logique même de réclamer la mémoire pour tous. Et surtout, de penser à nos frères, à nos sœurs Tutsis qui étaient mariés avec nous, dont la plupart des mamans étaient nos propres mamans ou nos propres papas, et d'englober qu'au Rwanda, les Hutus et les Tutsis s'étaient mélangés. Il était, si vous voulez, une autre ethnie qui est née entre pas les Hutus, si vous voulez. Je disais, tous ces gens-là, il faut leur permettre de se rappeler de leurs cousines, de leurs tantes, de toutes les ethnies. Si vous avez une grand-mère Tutsi, vous avez droit quand même de commémorer cette grand-mère qu'on a tuée. Voilà. C'est ça que je voulais casser justement cette monopolisation, ce monopole de la souffrance. Et c'est ça qui a fait que si on devait commencer dès le début, le drame a commencé le 6 et non pas le 7. Évidemment, on comprend que pour le FPR, qui est accusé d'avoir justement été à l'origine de cet attentat, de faire oublier la date du 6. Le jeudi 7 avril, ça sera au tour de l'association Ibuka d'organiser une marche en mémoire du génocide. Quant à la question de savoir pourquoi il commémore le 7 avril, l'ancien président d'Ibuka, Placide Kalisa, nous a donné la réponse suivante. Le choix du 7 avril, qui est un choix qui ne vient pas d'Ibuka, c'est avant tout un choix politique. Si on lit certaines publications, on se rend compte qu'à l'époque, il y avait trois propositions. Commémorer le 6 avril, ou le 7 avril, ou le 4 juillet. Et il semblerait qu'à l'époque, il y a eu une confrontation de points de vue entre les différentes tendances qui étaient au gouvernement, et qu'il y a une position qui a été arrêtée au 7 avril, qui est un choix politique. Je ne sais pas si c'était un choix politique
compromis ou si c'est l'acteur dominant à l'époque qui a choisi cela. Toujours est-il que une fois que le gouvernement avait arrêté la date du 7 avril, nous nous sommes alignés à cette date-là. Et par après, vous savez qu'il y a une déclaration des Nations Unies et de différents pays pour faire du 7 avril la journée de commémoration et d'y souvenir. Alors, pourquoi pas le 6 pour la simple raison que le 6, c'est l'assassinat condamnable du président Habyarimana et Ntaganda. Associer la commémoration des victimes du génocide des Tutsis, des victimes Hutus, opposants politiques, démocrates, à la mémoire de Habyarimana, je pense qu'au niveau symbolique, ça pose un certain nombre de problèmes qui peuvent même être au-delà de problèmes politiques, mais de problèmes éthiques. Est-il éthique d'associer la mémoire d'une personnalité politique qui, par ailleurs, s'était opposée à la mise en place des institutions démocratiques de transition, qui, par ailleurs, sa garde présidentielle était active dans les massacres, les milices, le financement des milices, ça pose un problème sur le plan éthique. Vous retrouvez l'intégralité du point de vue de Joseph Matata et Placide Kalissa sur notre site web jimbonews.net. Cela fait désormais quelques mois que les militaires rwandais envahissent les rues de la capitale Kigali afin d'y assurer la sécurité. Cette forte présence des forces militaires survient suite aux attaques à la grenade qui se perpétuent dans la ville de Kigali de façon régulière. Une partie des militaires sillonne la ville et se positionne devant les points stratégiques tels que la radio ou encore les banques. Une autre partie circule dans la ville en surveillant tout rassemblement. Un habitant a décrit à Jimbo News que dès que les militaires voient 2 ou plusieurs personnes converser pendant un certain temps, ils viennent leur demander de quoi ils parlent et mettent ainsi fin à la conversation. Mais en général, dit-il, leur nombre est tellement élevé que dès 16 heures, on ne pense qu'à rentrer chez soi. Les explosions qui ont eu lieu ces derniers mois sont, comme nous le décrivent certains témoins oculaires, très impressionnantes et réveillent les angoisses d'une guerre que laissent planer ces attaques à répétition. Les habitants se posent dès lors beaucoup de questions sur la présence de ces soldats dans les rues et sur quelles sortes de menaces ils essayent de prévenir. Le professeur d'université Lambert Havuginwari, porté disparu depuis le 9 février dernier, était en fait depuis tout ce temps dans les mains de la police rwandaise. En effet, le porte-parole de la police rwandaise, Théos Badeye, a confirmé aux journalistes de igihe.com que Lambert Havuginwari se trouve dans les locaux de la police de Remera, où il y est en état d'arrestation, soupçonné d'atteinte à la sûreté de l'État, car il ferait entrer des grenades au Rwanda, les distribuer et collaborer avec ceux qui les lancent. En ce qui s'agit de la question de savoir pourquoi Havuginwari n'a pas été autorisé à contacter ses proches dès son arrestation, la réponse de Théos Badeye est vague. D'une part, il avoue que la famille de Havuginwari a été mise au courant dès l'arrestation de ce dernier le 9 février, et d'autre part, il se contredit en affirmant que pour les besoins de l'enquête et afin d'éviter la filtration des informations à la presse, ils ont dû garder secret l'arrestation et la détention de Havuginwari. La police, à travers son porte-parole, déclare également avoir remis la voiture de Havuginwari à sa femme le 9 février, juste après son arrestation. Pourtant, c'est dans le courant de la semaine dernière que Christine Ingabire, l'épouse de Havuginwari, a aperçu la voiture de son mari dans la cour du commissariat de police où elle allait signaler la disparition de son mari. C'est même la présence de cette voiture-là et le refus d'explication de la part de la police qui a poussé Madame Ingabire à adresser une lettre à Paul Kagame lui demandant de clarifier l'affaire.
Le procès en appel du colonel Théoneste Bagosora, présenté par l'accusation comme le cerveau du génocide de 1994 au Rwanda, s'est ouvert mercredi 30 mars devant le tribunal pénal international pour le Rwanda qui siège à Arusha dans le nord de la Tanzanie. Théoneste Bagosora a été condamné en première instance à la prison à vie en décembre 2008 par le TPIR pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Mais il a été acquitté du crime d'entente en vue de commettre un génocide avant le 7 avril 1994. L'acquittement des accusations de conspiration avait été à l'époque aperçu comme une incapacité du tribunal à prouver la planification d'un projet génocidaire. Jean-Léonard Teganya, un étudiant en médecine qui a été témoin de massacres de plusieurs Rwandais en 1994 dans l'hôpital universitaire de Butare, a été déclaré criminel de guerre et une ordonnance d'expulsion a été signifiée à son encontre car, selon un tribunal de Canada, le fait qu'il n'ait pas fui l'hôpital et qu'il n'a pas été lui-même abattu est la preuve qu'il était un partisan du génocide. Bien que le tribunal ait déclaré que Teganya n'a pas participé aux crimes qui se sont perpétrés à l'hôpital de Butare, le juge a, contre toute attente, quand même décidé qu'il était complice aux crimes de guerre. C'était tout pour cette semaine. N'oubliez pas que vous retrouvez l'intégralité des nouvelles sur la région des Grands Lacs sur notre site web jambonews.net. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.